Yeah, good afternoon, good morning once again. I think that now we can start because it's a 12. Bonjour, je crois que nous allons commencer parce que c'est 11 heures lors de COT et nous allons commencer par les remarques d'ouverture et Dr Babafemi va le faire et Tina de FFD et je ne sais pas, Christophe, est-ce que vous allez faire des remarques au nom de AHA? Oui, parce que dans ce projet, nous faisons cela avec vous. Et comme ça, vous allez faire aussi les remarques d'ouverture. Oui. Alors, docteur Babafemi, vous avez la parole pour les remarques d'ouverture. Oui, votre micro n'est pas activé. Oui, merci beaucoup. Encore une fois, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette session de CCNUCC, c'est-à-dire pour le renforcement de la capacité. C'est un événement de renforcement de la capacité. Tout d'abord, j'aimerais vous encourager, et surtout pour ceux qui étaient avec nous depuis l'année passée. Pourquoi? Parce que cette plateforme nous a aidé à renforcer notre capacité. Et pour ceux qui a assisté au niveau de la COP, nous avons noté la nécessité de cette plateforme. Et c'est pourquoi j'aimerais encourager chacun de nous. Et lorsqu'on discute l'accord de Paris et aussi, et en discutant la participation nationale, c'est-à-dire ce que c'est l'accord et comment les pays peuvent être impliqués dans les négociations de l'accord. Et comme vous le savez, l'accord, c'est pour limiter la température au niveau mondial. Et pour réaliser cela, il faut l'implication de toutes les parties prenantes, y compris les pays, et comment les pays pourraient être impliqués dans des contributions déterminées au niveau national. Alors, ce sont des choses que nous allons discuter pendant cette session. Et parce que la contribution déterminée au niveau national est très importante et aussi le plan de chaque pays est important pour la réalisation de l'accord de Paris. Oui, oui, l'accord de Paris. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous inviter de contribuer, de suivre attentivement, parce que nous aussi, nous avons des expériences au niveau de nos interactions avec des plateformes du changement climatique, etc. Alors, comme ça, nous avons déjà de l'expérience, de discussions avec eux et c'est une opportunité pour nous de partager nos propres expériences. Alors, pour ceux qui ne sont pas bien avancés comme nous, ils peuvent apprendre de nous et comme ça connaître comment, oui, comment motiver les pays d'être prêts au niveau des NDC et aussi dans l'élaboration des plans au niveau national et surtout comment influencer des plans. Alors ça, c'est une chose qui est importante. Alors, on a contribué dans des thématiques différentes qui ont été discutées dans le passé et aussi y compris ce que nous faisons cette année. Alors comme ça, nous comptons sur votre appui et l'équipe technique qui sont derrière et qui assure la réussite de la plateforme est bien reconnue. Alors, j'aimerais maintenant vous dire bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et comme ça, je vous souhaite la bienvenue à cette session. Merci beaucoup et je vous souhaite les délibérations fructueuses. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, Docteur Baba Femi, pour les remarques d'ouverture et aussi pour le rappel de l'objectif de cet atelier. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à Tina. Tina, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous et merci pour l'introduction de Dr. Baba Femi. Alors, de notre côté, AHA, pour moi, c'est un plaisir de continuer avec ce webinaire, cette série de webinaires de renforcement de la capacité sur les questions de CCNUCC avec l'équipe de la PAFO et FFD. Alors, l'année passée, on s'est focalisé sur le niveau général et maintenant, nous continuons à se focaliser sur le niveau national et surtout par rapport au CDN et surtout d'ici 2025, la révision. Alors, cela est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est au niveau national et c'est à ce niveau où les organisations paysannes pourraient être impliquées dans les cadres, dans l'établissement de ces cadres. Alors, j'attends vraiment apprendre encore plus par rapport au CDN, les rôles des organisations paysannes et j'aimerais aussi vous demander de partager les liens d'invitation et l'enregistrement de webinaires aux autres. Et, et comme ça, les agriculteurs et la communauté peuvent bénéficier de ces échanges que nous organisons. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup, Christophe, pour les remarques. Tina, vous avez la parole. Merci, Shadrach. Et bonjour et soyez la bienvenue à tous. Et comme Dr. Babafemi a dit et Christophe a dit, c'est que nous avons déjà discuté des aspects différents des négociations actuelles. Et nous voudrions maintenant se focaliser sur les organisations paysannes. Comment vous allez accroître votre voix? Comment vous allez maintenant renforcer votre reconnaissance comme acteur du climat? Et comment vous pouvez faire le plaidoyer pour plus de financement? Comme vous le savez, le financement du climat n'arrive pas aux organisations paysannes. Alors, comme Christophe a dit, nous nous sommes focalisés sur la compréhension au niveau mondial des négociations du climat, ce qui se passe au niveau des COP, au niveau d'autres réunions qui s'organisent. Alors maintenant, nous aimerions comprendre encore plus quelles sont les dynamiques au niveau national et comment nous pourrons influencer le niveau national pour les agriculteurs. Alors comme ça, je vais partager mon écran et je vais vous présenter brièvement l'ordre du jour aujourd'hui et les intervenants aujourd'hui. Et comme vous le voyez, alors, toute la session sera faite en deux langues. Alors, comme ça, nous avons l'interprétation en français qui est disponible. Et comme ça, vous regardez en bas de votre écran, vous sélectionnez la langue. Et tous les matériels seront disponibles en anglais et en français. Notre focalisation ici, c'est sur les CDN. C'est les contributions déterminées au niveau national. Alors, et je crois que j'ai prononcé le nom. Alors, lui, il travaille comme spécialiste au niveau de la FAO. Alors, elle va présenter le contenu, l'objectif, comment comprendre, les comprendre mieux. Et puis après, nous avons M. Tinaché Chavunduka qui est chargé de programme au niveau de l'Union de l'Afrique australe, c'est Sakao. Alors lui, il va présenter comment les organisations paysannes pourraient influencer les CDN et surtout le cas de l'Eswatini. Et puis après, on aura c'est-à-dire un sondage en utilisant Montimètre. Et comme ça, il faut regarder la boîte de discussion.
le chat après les présentations et la session, je vais vous orienter par rapport à la façon dont vous allez accéder au site et pour répondre aux questions. Alors, tout d'abord, il y aura les présentations et comme ça, j'aimerais demander, donner la parole à Sophie de prendre la parole pour nous présenter ce que c'est exactement les CDN et pourquoi ceux-là sont importants et comme ça, comment les influencer encore mieux. Alors, c'est avec plaisir d'être ici avec vous et je vous remercie pour l'invitation. Alors, je suis spécialiste au niveau de la FAO à Rome, en Italie, et je travaille dans le bureau du changement climatique et de l'environnement, et je suis spécialiste dans, oui, oui, dans le travail du niveau de CDN. Alors, comme ça, je vais vous présenter ce que c'est CDN. Oui, j'ai fait des diapositives en français. Alors, nous avons aussi la présentation en anglais. Comme ça, je vais partager mon écran. Oui, voici mon écran. Oui, and so the seed and disease are the national. À la COP28 à Dubaï, c'est qu'il y a eu une déclaration sur l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action climatique. Et là, en fait, l'agriculture est vraiment rentrée, elle était déjà avant, mais c'était réinsisté, elle est rentrée dans cette déclaration. Et donc, la déclaration se termine par que les chefs d'État et de gouvernement soulignent que toute voie permettant d'atteindre pleinement les objectifs à long terme de l'accord de Paris doit inclure l'agriculture et les systèmes alimentaires. Et donc, ils réaffirment que l'agriculture et les systèmes alimentaires doivent s'adapter et se transformer de toute urgence afin de répondre aux impératifs du changement climatique. Donc, si on revient un petit peu en arrière sur l'accord de Paris, donc qu'est-ce que l'accord de Paris? C'est les gouvernements nationaux qui ont tenté pendant des années de négocier des solutions au changement climatique. Et donc, après des années d'essais et d'erreurs, ils sont arrivés avec différents modèles de gouvernance, ils sont arrivés à l'accord de Paris en 2015, qui a 3 objectifs principaux. D'une, c'est limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés et préférentiellement à 1,5 degré. Renforcer la résilience aux impacts climatiques, dont beaucoup seront inévitables en raison des gaz à effet de serre déjà émis. C'est pour ça qu'on parle des émissions cumulées. Et aligner les flux financiers dans le monde sur ces objectifs. Donc, dans ce cadre-là, en fait, comment participent les pays? Donc, dans l'accord de Paris, il est prévu que chaque partie, chaque pays, fixe son objectif d'émission, connu sous le nom de contribution déterminée au niveau national. Donc, on y arrive, ces fameuses CDN. Donc, qu'est-ce qu'une CDN? C'est un plan d'action climatique qui vise à réduire les émissions et à s'adapter au changement climatique. Donc, chaque partie à l'accord de Paris est tenue d'élaborer une CDN et de la mettre à jour tous les 5 ans. Donc, dans chaque CDN, vous allez trouver l'objectif du pays, qui peut être à l'échelle de l'économie ou qui peut être aussi à l'échelle sectorielle. Donc, on peut avoir des objectifs sur l'agriculture. Donc, il y aura cet objectif global, national, et après, il va y avoir une série. Il y aura 2 principales sections. Celle où il y aura des actions sur l'urgence climatique en termes d'atténuation, mais aussi sur l'adaptation. Donc, les pays vont lister toute une série d'actions qui ont un effet d'atténuation ou des séries d'actions qui ont un objectif d'adaptation. Donc, ces CDN doivent être revus tous les 5 ans maximum. Ça veut dire aussi que les pays peuvent soumettre une nouvelle CDN entre le cycle. Et chaque nouvelle version doit accroître les ambitions en réduisant davantage les émissions et en adoptant des mesures d'adaptation plus larges. Donc, chaque CDN, la prochaine qui sera formulée, doit être plus forte en termes de réduction d'émissions et doit couvrir plus d'actions au niveau d'adaptation. Donc, chaque CDN successive représente une progression au fil du temps par rapport à la précédente.
Et elles sont en fait essentielles pour garantir un avenir viable sur la planète et à tous ses habitants. Donc ici, on regarde un petit peu le cycle des CDN. Donc dans l'accord de Paris, chaque partie en fait doit produire un certain nombre de communications, on va dire, inclus les CDN. Donc par exemple, la deuxième CDN était à communiquer en 2020. Donc il y a aussi, attention, c'est pas obligatoire. Il y a des circonstances nationales qui fait que ça peut être un peu déplacé. Donc pas forcément en 2020, ça peut être remis un peu plus tard. Troisième cycle de CDN en 2025, le suivant en 2030, et ainsi de suite, donc tous les 5 ans. Entre-temps, vient ce qu'on appelle le bilan mondial, donc qui vient 3 ans après un cycle de CDN. Ce bilan mondial, en fait, il reprend tous les CDN et il voit un peu, il voit quel est l'ensemble de l'impact de ces CDN, des actions climatiques ou des atténuations et d'adaptation. Et donc, ça permet d'évaluer les progrès collectifs ou mondiaux vers la réalisation des objectifs de l'accord. Donc, à savoir qu'on essaye de maintenir la température en dessous de 2 degrés, voire 1,5. Et les résultats de ce bilan doivent en fait éclairer les efforts de chacun des pays dans la préparation de la prochaine CDN. Donc, ici, en 2023, on fait un bilan et on avertit 2025, les directions qui devraient être prises. Est-ce qu'on est dans ces objectifs de respect de l'accord de Paris? Donc, qu'est-ce que le cycle de CDN? On récapitule. Donc, c'est l'accord de Paris qui établit un cycle de planification, de mise en œuvre et d'examen des CDN, donc dans lesquels chaque partie, chaque pays élabore, communique ses CDN à la CNUC, donc à la Convention sur le changement climatique. Chaque pays est chargé de mettre en œuvre et de surveiller la mise en œuvre au niveau national des CDN. Donc, il doit y avoir un système de traçage, de monitoring et de rapportage à la CNUC. Il y a aussi les CDN. La CNUC, l'accord de Paris, on a ce qu'on appelle un cadre de transparence renforcé dans lequel il dicte ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Donc, quelle est la méthodologie du GIEC, donc, le groupe d'experts sur le changement climatique, qui recommande les méthodologies pour évaluer les stocks de carbone et les gaz à effet de serre, donc suivant une certaine méthodologie et en utilisant un potentiel de réchauffement planétaire bien précis. Donc, tous les pays doivent utiliser le même. Donc, ce qui est bien pour la comparaison entre pays, mais aussi pour comparer une CDN à l'autre au niveau national. Et ensuite, ce cycle des CDN inclut donc, le bilan mondial tous les 5 ans en 2023, donc il est déjà passé là, et on utilise ces informations pour la prochaine série de CDN. Donc, toutes les CDN sont disponibles. Donc, c'est dans un processus de transparence. Elles sont disponibles sur ce site-là de la CNUC. Donc, on peut voir les CDN de chaque pays et voir l'évolution au niveau national d'un cycle à l'autre ou comparer au niveau régional, par exemple. Donc, comment ça fonctionne? Donc, le changement climatique, ça nécessite une transformation économique et sociale radicale. Donc, on sait qu'aucun secteur ne sera épargné. Donc, quand je dis la CDN fixe un objectif qui peut être économique ou sectoriel, tous les secteurs devront être présents dans la CDN. Donc, vous allez avoir des actions sur le secteur de l'énergie, des actions sur le secteur des déchets, des actions sur le secteur des forêts, des actions sur le secteur de l'agriculture, ainsi de suite. Il devrait y avoir. Donc, on a tous commencé la CDN en 2015. Elles étaient relativement versatiles et il n'y avait pas de cadrage non plus. Donc, maintenant, tous les pays commencent plus ou moins à prendre un peu les décisions, les recommandations qui ont été faites sur l'accord de Paris. Donc, tous les secteurs devront contribuer au changement pour réduire les émissions et aussi s'adapter aux effets des changements climatiques qui se font déjà sentir. Donc, chaque CDN tient compte du fait que le pays doit concilier ses réductions d'émissions avec d'autres exigences primordiales comme la lutte contre la pauvreté. Donc, évidemment, une CDN d'un pays n'est pas la même qu'une CDN d'un autre pays. Et en outre, les principaux pays responsables des émissions, donc ceux qui ont commencé à émettre depuis longtemps, sont ceux qui normalement devraient procéder à des réductions plus drastiques et plus urgentes. Donc, pour concevoir une CDN, à savoir regarder en fait l'ensemble du pays, donc l'ensemble des secteurs, ce qui se passe sur l'atténuation, ce qui se passe sur l'adaptation, ce qui se passe au niveau social, à la vulnérabilité au changement climatique,
les gouvernements procèdent à une évaluation de la capacité de leur pays à réduire les émissions, donc souvent basée sur le niveau de développement économique et industriel, ainsi qu'à une évaluation de la vulnérabilité du pays aux impacts du changement climatique. Donc, comment est-ce qu'on y participe? Donc, évidemment, c'est les gouvernements et les ministères qui, en vertu de l'accord de Paris, dirigeront généralement son élaboration, mais ça ne se fait pas seul. Il faut que pour que les CDN fonctionnent, elles doivent être largement comprises et utilisées par l'ensemble des acteurs au niveau national, donc les entreprises, la société civile, le monde universitaire et les citoyens ordinaires. Et donc, inclus, par exemple, les agriculteurs. Donc, chacun a son rôle à jouer, et c'est pourquoi de nombreux gouvernements invitent différents groupes à participer à la définition des priorités de la CDN. Donc, on fait un petit état des lieux des CDN qui ont été soumises jusqu'à maintenant. Donc, ça provient d'un rapport de l'UNEP en 2022. Et donc, en fait, on voit l'évolution des politiques actuelles avec les émissions de gaz à effet de serre ici en tonnes de CO2 équivalent. Les CDN inconditionnels, quelles sont les émissions? Donc, dans les CDN, en dehors du fait qu'il y a des actions sur chaque secteur au niveau adaptation, au niveau atténuation, les actions peuvent être aussi catégorisées en conditionnel et en inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire que l'État met en œuvre ses politiques sur son propre budget. Conditionnel, ça veut dire que l'État sait qu'il peut faire plus, mais il a besoin d'un apport financier international. Donc, il y a cette double catégorisation qui peut se faire. Tous les pays ne les font pas nécessairement, il n'y a pas forcément cette catégorisation. Donc, quand on fait le bilan en fait, de ces CDN au niveau inconditionnel et conditionnel, donc on voit quelles sont les évolutions. On se rend compte que si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, à 2 degrés ou 1,5 degrés, en fait, on a encore davantage d'émissions à réduire. Donc, si on regarde l'écart entre les CDN inconditionnels et les objectifs de température en 2030 pour l'objectif à 2 degrés ou 1,5 degrés, on doit encore trouver 15 gigatonnes de CO2 équivalent à réduire. Donc, CO2 équivalent, c'est une unité de mesure qui est aussi reprise dans la CDN parce qu'il y a plusieurs types de gaz à effet de serre et donc chacun a un impact différent sur le réchauffement. Et en fait, pour pouvoir les comparer, on utilise une monnaie unique qui est la tonne de CO2 équivalent. Donc, une molécule de méthane qui est émise va avoir un potentiel de réchauffement planétaire qui est 28 fois celui du CO2. D'oxyde nitreux, donc oxyde nitreux, méthane et CO2 sont les 3 gaz qui sont émis dans le secteur de l'agriculture. L'oxyde nitreux, ça a un potentiel de réchauffement planétaire qui est presque 300 fois celui du CO2. Donc, en fait, on a cette monnaie unique qui est la tonne de CO2 équivalent. Donc, on a 15 et 23 gigatonnes de CO2 équivalent qui doivent être davantage abattus par rapport au scénario des CDN inconditionnels pour respecter l'accord de Paris. On voit que si on regarde les CDN au niveau conditionnel, donc si les pays reçoivent les financements nécessaires, on réduit cet écart de 15 à 12 ou de 23 à 20. Donc, on voit qu'il y a encore énormément à faire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, on sait en plus par ailleurs que les émissions continuent à augmenter jusqu'en 2020, et continuent à augmenter, alors qu'en fait, elles devraient diminuer de 43% par rapport à 2019. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, où est-ce qu'elles viennent ces émissions? Ça, c'est aussi important à savoir. Donc, les émissions globales, qui sont à peu près de 52 gigatonnes de CO2 équivalent en 2021, c'est le secteur de l'énergie. Mais celui qui vient juste après, c'est l'agriculture. Là, il n'est pas repris les forêts et autres usages de terre, parce que c'est un peu plus difficile à calculer. Donc, on se base sur ces 4 secteurs-là: énergie, processus industriel, agriculture et déchets. Donc, premier secteur, énergie. Deuxième secteur, l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, ça représente 12% des émissions, ça veut dire 6,5 gigatonnes de CO2 équivalent. Où est-ce qu'on trouve ces émissions? La fermentation entérique, donc c'est au niveau global, il y a des variations de PAI. On a ensuite les émissions d'oxyde nitreux, N2O, donc des sols. Et on a par exemple les cultures de riz, la gestion du fumier, qui sont les principales sources de gaz à effet de serre dans le secteur de l'agriculture. Donc, on sait que ce secteur de l'agriculture, en fait, j'insiste là-dessus parce que ça vous permet aussi de savoir où est-ce qu'il y a du potentiel.
Donc, dans le secteur de l'agriculture, aussi de gestion des terres, où est-ce qu'on peut réduire les émissions ou augmenter les stocks de carbone? Donc, R, c'est pour réduction des émissions, C, c'est pour augmentation des stocks de carbone. Si on réduit la conversion des forêts, par exemple, moins le déplacement, on va réduire les émissions. Il y a un énorme potentiel, et ça c'est important, on va le voir après, de séquestration de carbone en agriculture sur les sols, restauration des écosystèmes, gestion durable des forêts, ainsi de suite. Donc, par exemple, sur la conservation des sols, et en fait, je passe là-dessus parce que je voudrais vous montrer des résultats qui sont propres à vous sur les CDN. On sait que la conservation des sols est un aspect essentiel de la gestion durable des terres. Et il y a de plus en plus de pays qui reconnaissent cette conservation des sols dans leur politique internationale. Donc, on voit effectivement d'un cycle à l'autre qu'il y a de plus en plus référence au sol. Il y a encore des petites lacunes à adresser. Et il y a plusieurs traités, plusieurs initiatives qui sont organisées autour de ça. Donc, les sols, c'est important parce que c'est presque 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Et on sait qu'on peut augmenter les apports de carbone dans le sol en faisant de l'agroforesterie, de la gestion des pâturages, engrais organiques, agriculture de conservation, ainsi de suite. Donc, c'est des actions qu'on peut voir de plus en plus dans la CDN et c'est des actions qui peuvent être faites par les agriculteurs. Donc, quand on regarde la base de données de la CDN que nous, on a, si on regarde par exemple au niveau de l'Afrique, la recherche de politiques et les mesures d'atténuation et d'adaptation liées au sol, on a 27 pays qui rapportent à peu près 63 actions d'atténuation sur les sols. D'accord? Et c'est principalement sur les forêts, sur les terres cultivées, les zones humides et les prairies. Et en général, ces pratiques de gestion du sol sont les pratiques intelligentes face au climat, la gestion durable des sols, l'irrigation, et ça peut être, donc ça c'est dans l'adaptation, et ça peut être aussi dans l'atténuation, agroforesterie, gestion des résidus. À savoir qu'il y a des pratiques d'adaptation qui ont un impact sur l'atténuation. Donc bien souvent, c'est des choses aussi à estimer. Là, c'était juste pour vous lister quelques actions en liaison avec les sols, mais aussi en liaison avec la mention de l'agriculteur par lui-même sur les CDN. Donc, à savoir qu'il y a des actions, elles sont élaborées, elles ont parfois en fait un objectif. Donc, par exemple, au Libéria, accroître la formation et le renforcement des capacités des agriculteurs et des agents d'organisation agricole pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation. Par exemple, créer son champ école agriculteur et former au moins 5000 agriculteurs à la mise en œuvre d'une agriculture de conservation. Donc, c'est ce que j'avais présenté aussi avant. C'est une façon de pouvoir séquestrer davantage de carbone dans le sol. Donc, on voit que il y a des actions climatiques dans les CDN qui incluent les agriculteurs. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais c'est là aussi que vous pouvez avoir un point d'entrée et faire avancer l'atténuation dans les CDN. Donc, nous, par exemple, à la FAO, on fait du renforcement de capacité. Donc, on appuie les pays sur renforcement de la capacité, appui aux politiques, recherche, analyse d'outils, le suivi, le reporting, donc aussi pour les CDN. Donc, on appuie sur le renforcement des capacités pour formuler la CDN, la renforcer, pour la suivre, pour analyser aussi combien est-ce qu'on a le pays réduit en émissions. Ça, c'est différents travaux qu'on fait au sein de notre unité. Donc, on aide les pays sur l'estimation de leur politique, donc pas forcément dans le cadre de la CDN, mais aussi des stratégies à long terme. On les aide sur la formulation des CDN, sur le rapportage et le suivi au niveau de la CNUC. Et on a des outils qui sont spécialisés pour ça, des outils de bilan carbone, des outils de suivi. Donc, ça, c'est des outils qui ont aussi été mentionnés à la dernière COP, qui sont aussi reconnus pour ce secteur de l'agriculture. Donc, un outil de bilan carbone, Next, que j'utilise, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on peut tous participer? Donc, vous avez vu, sur les CDN, il y a des actions qui peuvent être... il y a des actions d'atténuation, il y a des actions d'adaptation au niveau de l'agriculture qui peuvent être plus mises en avant, parfois absentes ou parfois pas suffisantes. Et donc, vous pouvez faire faites ce que vous pouvez pour soutenir les actions au niveau international, envisager de s'impliquer dans la planification d'action climatique au niveau de la communauté,
si ce n'est pas déjà fait, adopter des pratiques de gestion des sols, donc, sachant qu'il y a un potentiel pour le marché du carbone. Estimer aussi l'empreinte carbone grâce à des outils en ligne, par exemple les outils que nous, on utilise, pour voir un peu quel est l'impact des pratiques de gestion durable des sols et donc pouvoir dire en fait au niveau des organisations d'agriculteurs, mais aussi au niveau du ministère, si on fait ça, on peut contribuer à ça au niveau, on peut contribuer à autant de réduction d'émissions au niveau national. Et évidemment, partager le savoir. Là, c'est les sources de la présentation. Voilà, je vous remercie. Oui, merci Sophie. C'était une présentation qui a été intéressante. Avant de donner la parole pour d'autres questions, peut-être revenez-vous à là où vous avez présenté les trois outils que vous avez. Peut-être vous allez nous dire l'outil où nous pouvons trouver l'outil. Oui, je n'avais pas assez du temps et c'est pourquoi j'ai présenté très vite et c'est pourquoi alors nous avons trois outils et qu'on les paye pour utiliser, surtout pour les politiques et aussi pour la stratégie à long terme. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire d'utiliser les trois. Vous pouvez sélectionner. Alors, ABC et Next et NDC. Alors, brièvement, la ABC, c'est l'adaptation biodiversité et la cartographie de carbone. C'est un outil qui vous aide à comprendre euh, les changements d'utilisation de la terre. Alors ici, c'est en ce qui concerne la biodiversité et le changement de la carbone. Et, et, et comme ça, vous pouvez l'utiliser cela au niveau national, au niveau régional. Et, et puis, Next, c'est un outil d'expert pour les CDN. Alors, cela vous aide dans le processus. Alors, c'est un outil qui pourrait être utilisé pour analyser euh, la, le CDN. Ça pourrait être un projet, une politique à long terme. Alors, on peut voir qu'il y a des bénéfices souvent. Alors, vous pouvez analyser n'importe quel type d'action et pour alors l'outil NDC Tracking Tool, cela est utilisé pour faire le suivi du progrès de NDC. Et cela cible tous les secteurs, le secteur de l'énergie et les autres. Et comme ça, le pays voit la politique qui existe et aussi l'atténuation de l'impact si on a réalisé cela ou non. Alors, ce sont des outils qui sont pertinents et qui vous aident à comprendre ce que vous devez faire au niveau du pays et pour minimiser l'impact du... Oui, l'impact. Oui, merci, Laure Sophie. C'était vraiment très intéressante. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à vous. Alors, il y aura une autre session de questions et réponses après la présentation de Tinaché. Mais si vous avez des questions brûlantes, c'est à vous la parole. Alors, il nous semble que nous n'avons pas de questions qui se posent. Et je crois que vous serez avec nous jusqu'à la fin, Laure Sophie. Alors, s'il y aura d'autres questions après, vous serez là parce que votre présentation était très riche et c'est pourquoi il faut digérer la présentation d'abord. Mais nous allons maintenant aller en détail à l'organisation paysanne, comment l'organisation a fait l'évaluation des CDN et ce qui s'est passé au niveau des Swatini. Alors comme ça, je donne la parole à Tinaché et comme ça pour faire cette présentation. Oui, merci Tina.
Alors, permettez-moi de présenter mes diapositives. Alors, je vais dire merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et surtout pour faire une présentation et surtout pour participer dans cette session très intéressante des questions importantes du changement climatique et les processus qui sont menés par les gouvernements. Et je ne sais pas pourquoi ma présentation ne se présente pas. Je vais essayer encore une fois. Est-ce que je peux vous aider, Tinaché? Oui, je crois que c'est mieux si vous pouvez le faire, Shadrach. Vous pouvez présenter mes diapositives. Alors, en attendant les diapositives, la présentation, nous comprenons tous que les processus de CCNUCC sont gérés par les gouvernements nationaux. Mais je ne crois pas que les gouvernements peuvent faire ce travail en ignorant les autres, c'est-à-dire les parties prenantes. Alors pour moi, je pourrais dire, et c'est ça la présentation, Tinaché, oui? Oui, merci Shadrach, c'est ma présentation. Alors ce que je disais, même si ce sont des processus du gouvernement, les gouvernements s'engagent et surtout pour faire du travail pour l'atténuation du changement climatique et s'adapter au changement climatique. Et c'est important d'impliquer les parties prenantes qui font des activités sur le terrain. Et les organisations paysannes sont des acteurs clés dans le secteur agricole. Et c'est pourquoi nous avons maintenant un cas à vous présenter par rapport aux organisations paysannes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous attendons jusqu'au niveau où on nous invite? Ou peut-être est-ce que nous devons chercher les moyens de se présenter sur la table? Alors, si nous attendons l'invitation par le gouvernement national, souvent, ils ne vont pas faire cela parce qu'ils ont leur propre intérêt. Et c'est pourquoi il faut chercher les moyens de se présenter, d'être présent dans ces espaces pour que nous puissions présenter le cas de l'agriculture. Oui, nous n'allons pas attendre le gouvernement de déterminer ce que les agriculteurs vont faire sur le terrain par rapport à l'atténuation. Pourquoi pas impliquer les agriculteurs lorsqu'ils élaborent ce document? Alors, c'est ça vraiment le contexte, l'historique et surtout pourquoi les organisations paysannes devraient faire partie du processus d'élaboration de ces documents. Alors, ce que je vais vous présenter quelques diapositives et surtout ce qui a été fait au niveau des processus. J'ai eu un diapositive sur cela, mais je vais laisser tomber cela et je vais vous présenter les diapositives que j'ai présentées dans une autre session qui nous donne plus de détails par rapport au CDN en ce qui concerne la région de l'Afrique australe. Alors ici, les contributions déterminées au niveau national. Pourquoi est-ce que ce sont importants pour les organisations paysannes? Lorsque je dis organisations paysannes, je parle des agriculteurs parce que des organisations paysannes sont légitimes. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sont les membres. Et, et je ne vais pas parler de processus de renouveau parce que on a déjà parlé de ce travail et comme j'ai déjà dit, je vais vous présenter des diapositives que j'ai présentées dans un autre forum par rapport au processus et surtout pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas comment ces processus se sont menés. Et puis, je vais partager le travail que nous avons fait en Afrique australe et surtout pour nous montrer comment les pays impliquent les agriculteurs dans ces processus et comment les CDN sont conçus à ce niveau. Alors, alors
Pour le cas des Swatini, l'information que je vais vous présenter sera toujours importante. Et surtout pour nous montrer ce que font les organisations paysannes nationales dans le processus de formulation des CDN. Alors, pour ce diapositive, je ne vais pas vous présenter. Alors, je vais dire que ce processus se sont gérés par le gouvernement, mais comment est-ce que nous allons trouver notre espace en tant qu'organisation paysanne? Parce que c'est injuste, parce que les gouvernements vont parler d'atténuation et comme ça, ils vont agir au nom des agriculteurs sans les impliquer. Alors, comme ça, les agriculteurs ne font pas partie du processus d'élaboration de des CDN même si ce sont gérés par les gouvernements. Comment est-ce que nous pouvons être impliqués? Parce que nous sommes les personnes qui vont mettre en œuvre ce qui est décidé par les gouvernements. So let me briefly touch on, the NDC. Of course, there's a talk of adaptation there, but from where I sit, I think it's mainly talking about greenhouse. Donc, nous parlons de la réduction des gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'atténuation, l'adaptation. Et lorsque nous lisons les lycées, on se focalise sur l'atténuation par rapport à l'adaptation. Mais ce que nous voyons en Afrique australe, c'est que dans la plupart de nos pays, on a l'impression que nous devons travailler davantage pour assurer que les systèmes agricoles sont résilients au changement climatique que nous connaissons. La raison pour laquelle nous avons besoin de nous focaliser sur l'adaptation, c'est qu'on a connu un certain nombre de catastrophes que vous connaissez, les cyclones, les inondations, les sécheresses, les nuisibles, vous les connaissez. Et une fois qu'on s'est posé la question, quelle serait la meilleure réaction des agriculteurs, ils pensent que l'adaptation serait plus appropriée pour répondre aux défis de changement climatique que la région connaisse actuellement. Bien sûr, nous notons que autant que notre focalisation dans la région, c'est sur l'adaptation, les pays ont déjà signé l'accord de Paris, donc ces engagements qu'ils ont faits lorsqu'ils ont signé pour faire partie de le CCNU-CCC, c'était de faire une action sur ça. Et donc, pour le futur, on a la possibilité que les marchés vont commencer à répondre à comment ce que vous faites pour atténuer aux effets du changement climatique. Donc, le changement peut-être va nous obliger, nous, comme une région, de nous focaliser sur l'atténuation. Donc, il faut déjà commencer à travailler dans ce sens pour ne pas attendre à ce qu'on nous oblige par les politiques de commerce, par les pays qui ne font rien par rapport à l'atténuation. Et nous reconnaissons encore que même si nos émissions de gaz à effet de serre ne sont pas aussi élevées comme pour les pays industrialisés, nous faisons l'émission de ces gaz quand même dans certaines des activités que nous faisons. Il y a des activités qui causent certaines de ces émissions dans notre région. Donc, nous disons que il faut trouver un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation. Et nous ne voulons pas nous trouver dans une situation où nous sommes obligés de mettre en place de tels impacts du changement climatique. Passons au diapo suivant. Okay. J'ai déjà parlé dans notre région. Vous avez vu dans les autres diapos que je vais vous montrer après que l'agriculture, donc l'agriculture, les foresteries, on ne contribue pas beaucoup en général comme une région. Si vous comparez à d'autres secteurs comme l'énergie, vous savez que beaucoup de nos pays, ils utilisent le charbon
pour la génération de l'énergie. Et donc, on voit que c'est un gros problème, hein, les émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'énergie, du transport comme secteur. Donc, vous allez voir dans les statistiques que je vais partager que la contribution qui vient du secteur agricole n'est pas aussi élevée que c'est le cas pour les pays industrialisés. Et donc, quelles seraient les possibilités de l'atténuation agricole? Lorsqu'il s'agit de la gestion des bétails, vous avez la gestion des fumiers. On a vu qu'il y a des personnes, des communautés rurales qui utilisent le biogaz et qui nous présentent l'avantage qu'on peut minimiser les gaz à effet de serre, hein, et aussi c'est une sorte de c'est une bonne source d'énergie par rapport à d'autres sources, donc le biogaz. Et nous avons aussi vu que les fermiers, surtout ceux qui sont à faire avec l'agriculture quotidienne, ils ont des régimes pour changer les processus par rapport à l'émission de gaz à effet de serre dans les processus de C. Donc, on commence déjà à travailler avec les producteurs des aliments pour trouver le bon mélange pour qu'on puisse réduire les gaz qui sont générés lorsque ces bétails sont en train de manger. En Afrique aussi, on voit que la consommation de la viande est encore bas si vous comparez avec les pays développés. Et la demande de réduire le nombre de vaches, hein. Si vous regardez en Afrique, hein, vous allez voir on voit comment réduire les offres parce que les offres contribuent au gaz de fer. Les gens pensent qu'ils ne mangent pas assez de viande. Et donc, si vous considérez le lait aussi, la consommation du lait en Afrique est très réduite. Donc, les Africains ne voient pas, même si vous avez une bonne cause au niveau international, ce n'est pas très approprié pour l'Afrique, hein, et l'Afrique australe en général. Donc, nous travaillons toujours, hein, sur, comme vous savez, il y a des maladies qui viennent aussi. Par exemple, nous avons connu des maladies qui tuent beaucoup de vaches. Par exemple, au Zimbabwe, en Namibie, en Afrique du Sud, et des autres maladies qui affectent. Donc, c'est-à-dire, c'est un autre domaine de contestation et nous essayons de faire partie du processus que nous allons être obligés si nous sommes proactifs, c'est-à-dire pour pouvoir réduire le nombre de bétail. Pour les pays où on fait la production du riz, pour la Tanzanie par exemple, le Malawi, le Madagascar et à quelques d'autres pays dans notre région, ça c'est quelque chose qui se fait. Mais ils ont amélioré la production du riz, c'est-à-dire l'intensification de la production du riz. On a observé que si vous allez alterner entre, lorsqu'il y a de l'eau sur le terrain où on fait la production du riz et lorsqu'il n'y a pas de l'eau, vous voyez que l'émission du gaz, hein, de ces terrains du riz, hein, sont très élevées, hein, jusqu'à 60%. Donc, nous insistons que pour tous les producteurs du riz, d'essayer d'utiliser cette méthode de faire l'alternance entre sécher les terrains et d'utiliser l'eau. Et on sait qu'avec le riz, il faut vraiment utiliser l'eau tout le temps. Mais nous voyons que c'est le contraire est aussi vrai. Et les agriculteurs utilisent cette méthode, c'est-à-dire pour lorsque les terrains sont secs, le montant qui vient de ces terrains sont réduits.
Et lorsque vous considérez les activités de l'agriculture basées sur adaptées au changement climatique, hein, et si vous donnez l'exemple de l'agriculture de conservation, qui n'est pas mécanisée, il y a le travail manuel. Donc, on se pose la question, comment est-ce que nous pouvons travailler sur la conservation, l'agriculture de conservation et les autres activités agricoles. Et comme ça, les agriculteurs ne vont pas avoir peur de mener ces activités parce que ils essayent de répondre à leurs besoins. Donc, comment est-ce que nous pouvons mécaniser et réduire par rapport au travail qu'ils font? On sait aussi que c'est très important, hein, que pour les fermiers que nous avons dans nos régions, le travail est principalement fait par les femmes et les enfants. Et donc, vous allez voir que les femmes ont un travail additionnel, c'est-à-dire préparer à manger, préparer, s'occuper des enfants. Et comme ça, si elles vont au niveau du terrain pour répondre à ces demandes, qui, autour du changement climatique, ça devient un plus grand problème pour les femmes. On a vu ça, même avec les enfants qui ne vont plus aux écoles pour travailler au niveau des fermes. Donc, ça peut ne pas être une bonne chose pour le futur de ces enfants. Dans notre région, on voit aussi en général que ce travail, nous voyons que graduellement, les gouvernements nationaux ne mettent pas les efforts nécessaires pour répondre aux demandes. Lorsque vous introduisez de nouvelles choses, de faire les choses dans le secteur agricole, vous voyez que même les agents de vulgarisation agricole, ils devraient continuer avec les formations. Lorsqu'ils étaient à l'école ou dans les universités, peut-être certains des mots que nous utilisons aujourd'hui ne faisaient pas partie de leur syllabus. Donc, comment faire pour assurer que c'est maintenant approprié et ils peuvent répondre aux nouveaux défis qui viennent avec les défis autour du changement climatique. L'autre point à faire, c'est que pour la plupart de nos gouvernements, il y a les fermiers qui font l'agriculture intégrée, c'est-à-dire on a les cultures agricoles et l'élevage. Et quand vous considérez les principes de l'agriculture de conservation, où on dit qu'il faut utiliser les biomasses pour couvrir les sols, mais après la récolte, les femmes et les autres bétails viennent au niveau des fermes et ils mangent toute la biomasse. Et maintenant, on aura l'érosion par le vent, donc les sols ne sont plus protégés. Donc, comment est-ce que nous pouvons trouver un équilibre et assurer que dans les systèmes agricoles intégrés, nous allons retenir les biomasses et donner à manger au bétail pour trouver quelque chose à manger dans ces systèmes. Bien sûr, nous voyons le secteur agroforestier comme une solution. Et beaucoup de pays font la promotion de ça pour beaucoup de raisons. Et nous pensons que c'est la façon d'agir. Nous poursuivons cette solution, donc l'agroforesterie, sur le travail que nous faisons dans notre région. On peut continuer, Shadrach? Donc, lorsqu'il s'agit des forêts et des autres formes d'utilisation du terrain, on voit que lorsqu'on essaye maintenant d'élargir les fermes pour l'agriculture, principalement, c'est parce que nous avons les investissements où on a les grandes entreprises multinationales qui viennent investir en Afrique. Quand ils viennent, parce qu'ils demandent d'avoir la permission par les États d'investir, ils disent qu'ils vont faire à la sécurité alimentaire. Et ce que nous avons vu, c'est que les produits qu'ils préparent, ces produits c'est pour l'exportation. Donc, c'est pour, on génère les devises étrangères, mais on voit que on va maintenant avoir les grandes
parcelles de terrain pour l'agriculture restera détruit l'environnement en Afrique. On voit que la population en Afrique est en croissance, mais la taille de terrain reste la même. Et pour les jeunes générations, la possibilité d'avoir les morceaux de terrain, c'était les terrains qu'on utilisait pour le pâturage. On voit que on commence la production agricole sur ces parcelles. Donc ça, c'est quelque chose nous cause beaucoup de problèmes, et des problèmes liés au déboisement. L'insécurité alimentaire aussi est une question importante. Et vous voyez que si vous visitez dans beaucoup de pays, à côté des autoroutes, vous allez voir les gens qui sont en train de vendre le charbon et donc le bois de chauffage. Vous allez voir les gens qui vont couper les arbres au niveau des villages pour vendre ça, pour payer les frais de scolarité pour les enfants. Et donc, ça, c'est aussi un problème. Comment est-ce que nous pouvons maintenant répondre à la question de l'insécurité alimentaire tout en assurant que les populations africaines comprennent que lorsque vous coupez les arbres, vous contribuez au changement climatique, qui est un problème que nous connaissons maintenant. Donc, les gouvernements nationaux essayent maintenant de faire beaucoup d'efforts pour appuyer les gens dans les domaines, les milieux ruraux pour planter les arbres. Je sais qu'en Zimbabwe, ils ont la journée nationale pour planter les arbres. Et ça se fait au niveau du gouvernement pour la promotion. Vous voyez que le président lui-même va participer dans cette activité au niveau des communautés pour planter les arbres. Et dans les autres pays comme la Zambie, le Malawi, on a vu les OP qui s'approprient de ce processus de reboisement. Et ça, c'est une bonne chose pour pouvoir répondre aux défis que nous connaissons au niveau de la région. Bien sûr, on sait que l'agroforesterie, on combine les arbres avec les cultures agricoles. Et ces arbres contribuent à l'établissement des sols et vont nous aider à la production des produits qui vont nous permettre d'avoir la résilience. J'ai dit avant que je vais partager quelques statistiques. J'ai déjà parlé de ça. Si vous voyez les statistiques que nous avons, c'est au niveau continental en Afrique. Donc, on voit qu'il y a une réduction à 9% des gaz à effet de serre que nous produisons en Afrique. Et donc, si vous comparez ça aux autres secteurs, c'est 61,9 pour le reste. C'est pour cette raison que vous voyez que quelquefois, c'est difficile de convaincre les agriculteurs, les autres parties prenantes. Donc, parce qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place une loi qui va maintenant nous permettre d'agir sur les autres secteurs qui contribuent à cette pollution. Donc, leurs arguments ne sont pas basés seulement. On voit aussi que lorsque vous avez les centrales de production d'électricité ici en Afrique du Sud, on est en train de construire d'autres. Et donc, ils ont une justification lorsqu'ils voient les statistiques qui viennent des autres secteurs ou sous-secteurs. Passons à la diapositive suivante. Donc, ici, c'est là où je parlais du travail que nous avons fait et nous avons reconnu l'appui que nous avons obtenu. Et pour ce travail particulier, on a obtenu un financement supplémentaire de la part du ministère fédéral de l'Allemagne et notre partenaire pour faire des analyses sur notre portée ici, c'est de voir s'il y a la participation des OP dans le développement et des documents au niveau national. Et vous voyez que on disait que la plupart des pays, ils parlent
Même dans le document de NDC, il parle de l'adaptation parce qu'il pense que c'est là où il faut se focaliser davantage. Donc, des priorités d'adaptation pour l'agriculture. On voit le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, Eswatini et le Zimbabwe. Même si vous constatez qu'on parle d'atténuation, mais vous voyez que principalement, dans le travail que nous avons fait, la plupart de ces pays se focalisent sur l'adaptation. Des 13 pays, bien sûr, l'étude a été menée dans 9 pays, mais vous voyez que de ces 13 pays, c'est le nombre total. Ils ont des éléments d'adaptation et d'atténuation. Et certaines des mesures qu'ils mentionnent, c'est la gestion de l'élevage, par exemple, l'amélioration des races qui sont plus résilientes aux défis du changement climatique que nous connaissons, la gestion des cultures et le transfert des connaissances. Et lorsqu'on parle des mesures d'atténuation en agriculture, il parle de l'agriculture adaptée au changement climatique, la gestion des sols, l'agroforesterie. Lorsque vous analysez les pays, on a donné quelques exemples. Il y a des pays qui ont de très bons documents par rapport à ce qui est articulé. Le Malawi, c'est là où vous avez un document très bien fait parce qu'ils ont des activités spécifiques qu'ils vont mener. Et c'est ici où, comme les organisations paysannes, maintenant, nous allons intervenir et dire que si on parle des activités spécifiques qu'on fait au niveau des fermes, que nous avons fait partie de ce processus de formulation de ce document. Parce que c'est une chose d'avoir un très beau document, mais c'est une autre chose d'avoir ces activités qui sont en train d'être faites au niveau de la ferme. Lesotho aussi a un très bon progrès, parce qu'il se pose la question comment assurer que les femmes sont aussi intégrées lorsqu'ils préparent ces documents. Donc, de ces 13 NDC que nous avons analysés, c'est seulement 6, c'est moins de la moitié, ont explicitement fait référence aux organisations paysannes. Donc, vous pouvez dire que lorsqu'ils ont mentionné les organisations agricoles, ils ont dit qu'ils sont dans le processus de préparer le document. Donc, il y a du travail qui reste à faire pour assurer qu'ils ne vont pas tout simplement mentionner les OP, mais assurer que les OP, y compris leurs membres qui sont les fermiers au niveau du terrain, sont impliqués dans le processus de préparation de ces documents. Et ce que nous voyons, c'est que avec les organisations paysannes qui sont présentées comme des bénéficiaires ou des groupes vulnérables, ils ne sont pas considérés comme des groupes qui pourraient jouer un rôle important. Et donc, est-ce que les gouvernements pourraient se focaliser sur des activités spécifiques et dire, par exemple, ils vont faire l'atténuation en réduisant une telle chose? Pourquoi est-ce que c'est impossible de ne pas inclure les engagements dans de tels engagements? Parce que ce sont les fermiers qui devraient agir, bien sûr, avec l'appui des autres acteurs. Donc, certains, ce que nous voyons les pays en train de faire dans le renforcement de la capacité, il y a le Malawi, où on parle des pratiques agronomiques pour la gestion du changement climatique. Il y a aussi des pratiques pour les petits exploitants. On se focalise sur les petits exploitants pour l'Afrique australe parce que c'est le groupe qui est majoritaire. La Zambie, la formation sur le changement climatique pour assurer que les agriculteurs, déjà, sont préparés pour des catastrophes qui pourraient se produire. Il y a aussi des questions des assurances et ils vont maintenant s'éloigner de l'appui conventionnel qu'ils donnent aux agriculteurs. Ils mettent en place des systèmes comme d'assurance qui sont possibles pour les petits exploitants. La Tanzanie, on parle de la protection des petits exploitants, avoir les systèmes d'assurance. Donc voilà le genre de choses que nous voyons. Mais je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que je ne pense pas que les OP
à un niveau où ils peuvent dire qu'ils participent comme il faut dans la formulation des NDC. Ils ont besoin de faire un travail supplémentaire. Actually, Nous avons eu un atelier où nous avons souligné le fait qu'ils ne devraient pas attendre à que le gouvernement national les invite à ces plateformes. Nous essayons de trouver des façons d'identifier des points d'entrée pour eux, pour intervenir hein, et assurer que leur présence soit sentie. Donc ici, je vais souligner quelques points en utilisant une étude au cas de Eswatini. En disant qu'on est à Eswatini, il y a quelques éléments positifs que nous avons vus dans les études que nous avons menées. Et le processus a pris une approche de la société ou du gouvernement entier. Et donc, c'est-à-dire le ministère entier vient dire que nous faisons partie de ça. Parce qu'on voit que dans les autres pays, nous voyons comment on a fait des plateformes pour agir contre le changement climatique. Il y a des agences qui se trouvent dans les différents ministères, dans les différents pays. À Eswatini, on a vu qu'ils ont décidé que tous les départements de l'État devraient faire partie de cette action contre le changement climatique. Mais il y a aussi des organisations de la société civile, comme les OP, qui font partie du processus de se réunir dans la préparation de ces documents. Mais nous voyons que pour les Eswatini, il y a besoin d'avoir d'autres engagements dans la mise en œuvre, dans les plans d'investissement. J'ai dit avant que c'est une bonne chose d'avoir un très bon document, mais toujours nous avons des difficultés lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre. Et même lorsqu'on parle des ressources qu'il faut avoir pour assurer que vous arrivez à mettre en œuvre à ce que vous avez planifié. Sinon, ça reste un rêve, hein, un très beau document où vous n'avez pas d'action au niveau du terrain. Comme les organisations paysannes, hein, nous disons que nous sommes un acteur important dans le processus. Et j'ai dit avant que lorsque vous considérez le document et comment on prépare ces documents, les OP sont mentionnés en passant, parce que c'est une bonne chose de faire ça, de les mentionner et dire qu'ils vont bénéficier de tous ces processus, au lieu d'assurer qu'ils font partie du processus de donc la préparation de ces documents de NDC, etc. Et maintenant, ce sont les organisations, l'organisation qui est membre de notre réseau a été très active dans le renouvellement des NDC. Et nous voyons que le gouvernement considère l'organisation comme un partenaire important. Et ça, c'est quelque chose que nous apprenons pour les autres organisations paysannes. Comment est-ce qu'ils se trouvent dans ce genre de situation, de dire que nous pouvons partager l'information sur comment ils font partie de ce processus comme un partenaire important dans les processus de formulation des NDC. Donc, certains, des statistiques, des informations, qu'ils ont 12 membres au niveau national et ils jouent un rôle très important dans le partage de l'information. Ils obtiennent les informations au niveau international de SACAO et des autres organisations et ils partagent ça avec leurs membres. Ils prennent aussi les informations et l'utilisent dans les plateformes où les gouvernements pourraient les utiliser. Ils amplifient la voix des fermiers au niveau national et au niveau international. Donc, c'est quelque chose à apprendre. Donc, se poser la question, comme une organisation paysanne, comment est-ce que vous pouvez exploiter cet espace? Comment apprendre de ce qui se fait avec Eswatini pour assurer que vous faites partie du processus de formulation de ces documents? Après le travail que nous avons fait, nous avons dit que les OP ne doivent pas attendre qu'on les invite. Les gouvernements ne vont pas les inviter s'ils ne se manifestent pas, parce que les gouvernements pourraient développer ces documents sans la participation des autres parties prenantes, parce qu'ils ont les résultats qu'ils veulent obtenir eux-mêmes dans le processus. Et donc, nous disons que les organisations paysannes ne devraient pas attendre qu'on les invite. Et c'est pour ça que je disais que nous
nous avons essayé de dire aux fermiers dans les pays comment est-ce que vous pouvez maintenant assurer que vous faites partie de ces forums. Qui est votre personne, le point focal? À Eswatini, ils ont formé un comité sur le changement climatique au niveau national pour traiter les questions de changement climatique, mais aussi pour traiter les questions de processus de formulation de NDC. Mais comme dans beaucoup de pays, nous voyons ces plateformes ne sont pas actives pour une raison ou autre. Et donc, comment assurer que lorsque lorsque les plateformes sont là, nous pouvons assurer qu'ils font le travail qu'ils sont censés faire et que toutes les parties prenantes importantes sont actives. Et une fois que vous avez ces plateformes, ça va vous donner l'opportunité de déterminer quelle sera la responsabilité de qui. Et donc, surtout par rapport à ce qui se fait, surtout dans les plateformes. Donc, on a dit qu'à Eswatini, on essaie, ils ont mis un comité ensemble qui va assurer que le comité national continue à être actif. Donc, quelles sont les autres choses qu'on pourrait faire pour que les OP fassent partie du processus? Il faut démontrer ce que vous pouvez, quelle est votre valeur, quelle est la contribution possible que vous pouvez nous amener. Vous allez dire que vous avez autant de fermiers, nous travaillons sur autant d'hectares de terrain, nous avons autant de bétail, et vous pouvez réclamer que, étant donné là où vous travaillez, les statistiques que vous avez, nous pouvons aider le gouvernement pour atteindre ces cibles. Donc, ça, c'est la proposition de valeur que les fermiers pourraient présenter et dire que nous avons un intérêt et le travail que nous pouvons faire, parce que nous travaillons dans toutes les régions. Nous avons les chiffres, nous avons autant de membres, nous avons autant de bétail. Et en faisant ça, vous allez maintenant obliger les gouvernements nationaux de dire qu'ils ne peuvent pas agir sans impliquer les organisations paysannes et voir qui sont les membres au niveau du terrain avec lesquels ils peuvent travailler. Vous pouvez aussi faire quelques approximations et voir voilà le potentiel que nous avons par rapport à vous accompagner dans ce travail. Et comme ça, vous allez voir que les gouvernements nationaux ne vont être obligés de vous impliquer. Vous pouvez trouver les données, les statistiques, et comme ça, lorsque vous allez rencontrer les agents de l'État, vous allez leur démontrer que vous avez un rôle important dans le processus. Donc, je vous ai parlé de la question de l'agroforesterie, qu'il y a besoin des stratégies qui sont basées sur le marché. Parce qu'on a dit que si ce sont des stratégies basées sur le marché, est-ce que ça peut nous aider aussi pour assurer que l'agroforesterie devient une chose qui se fait au niveau de la région, mais au niveau de l'Afrique pour améliorer nos efforts d'atténuation. Donc, comment est-ce que nous pouvons trouver un équilibre entre la biodiversité et ce que nous faisons au niveau des terres? On voit que avant que les agriculteurs ne considèrent les mesures d'atténuation et d'adaptation, ils ont déjà des défis par rapport aux revenus qui viennent de leurs activités. Donc, la première chose à laquelle ils pensent lorsqu'ils font leurs activités quotidiennes, ils veulent savoir comment ils peuvent obtenir des revenus. Et lorsque vous parlez avec les fermiers, si vous vocalisez sur le changement climatique, l'atténuation, l'adaptation et ne pas parler à leurs revenus, quelquefois vous allez voir que ils vont vous écouter parce que c'est vous qui parlez. Mais s'ils avaient la liberté de décider, ils allaient continuer à faire le travail comme ils le faisaient dans le passé. Donc, il faut trouver un équilibre entre comment ils peuvent bénéficier et comment vous pouvez assurer que la biodiversité reste et que vous puissiez aussi réduire les impacts de ces activités au niveau des fermes. Donc,
SACAO comme une organisation, nous avons fait beaucoup de travail et l'organisation dit que voilà sur les processus que nous avons, comment est-ce que vous pouvez agir au niveau du processus, comme ça vous n'allez pas être laissé d'à côté. Donc c'est pour aider nos membres pour qu'ils puissent prendre des décisions importantes dans leurs activités quotidiennes. Nous renforçons aussi les capacités de nos membres pour assurer qu'ils ont les capacités nécessaires pour répondre aux défis qu'ils rencontrent de façon quotidienne au niveau de leurs activités agricoles. Donc, à présent, c'est le dernier diapo où je vais vous parler c'est-à-dire pour souligner ce que j'ai dit, c'est que les OP devraient démontrer au gouvernement qu'ils ont un partenaire important dans ce travail et les gouvernements ne doivent pas s'attendre à ce que les gouvernements puissent les intégrer dans la préparation de ces documents s'ils ne font pas partie de ce processus. Donc, j'ai dit ça déjà, qu'il faut démontrer que vous avez autant de membres dans le pays, vous avez autant d'hectares sous l'agricole, donc le gouvernement doit comprendre que pour atteindre les résultats voulus au niveau du secteur agricole, ils peuvent travailler avec les OP parce qu'ils voient que vous avez déjà les membres qui travaillent au niveau différent, au niveau des... Vous devez aussi vous assurer, comme on fait avec cette plateforme, c'est que les organisations paysannes apprennent les uns des autres et ne pas attendre d'être invités dans ce processus. Donc, pour ceux qui sont avancés, vous allez apprendre à les autres et pour assurer que nous allons essayer d'aller dans le même sens et assurer que nous sommes au même niveau. Et nous faisons tout cela de la même façon, que ce soit au niveau de l'Afrique ou autre. Nous disons que les révisions actuelles des NDC devraient être soumises avant le mois de février l'année prochaine et il faut faire la mise en œuvre. On se posera la question sur la contribution et la participation. Donc, il faut pouvoir dire qu'au moins maintenant, nous participons. Si nous participons ou nous avons participé depuis une date spécifique, est-ce que nous sommes importants dans le processus? Parce que vous pouvez être invité à une réunion, mais vous ne contribuez pas. Donc, on se pose la question, comment est-ce que nous pouvons assurer l'amélioration continue par rapport aux impacts ou aux changements que nous voulons voir sur le document de NDC. Donc, il faut essayer de travailler de façon continue et la participation continue. Nous avons aussi dit que les gouvernements devraient savoir que même si les processus du UNF sont en train de faire ce qu'ils sont censés faire par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, par rapport aux attentes, quel est le niveau de contribution que vous allez faire? C'est le fermier qui devrait s'engager dans ce processus. Donc, merci beaucoup. Et je pense que j'ai pris beaucoup plus de temps que censé. Merci, Tinashe. Et merci pour avoir couvert toute l'Afrique et d'avoir démontré que malgré le fait que l'agriculture n'est pas la source principale de l'émission de gaz à effet de serre en Afrique, il y a beaucoup de conséquences parce que les gouvernements aimeraient réduire les émissions. Et on voit que des carbone au niveau des sols, c'est important. Maintenant, je donne la parole aux membres pour poser des questions. Et on sait qu'il n'y a pas de questions stupides. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous pouvez mieux comprendre et les réflexions sur les organisations, comment ils peuvent participer dans les processus, c'est très important pour vous. Donc, vous avez la parole pour poser des questions. Vous pouvez lever la main ou écrivez votre question dans le chat. Il y a plusieurs façons de demander la parole.
Je vois il y a une personne. Christophe, vous avez la parole. Merci pour ces présentations très intéressantes. C'était lorsque on a suivi ce que Tinashe a mentionné. Il a donné des chiffres pour les gouvernements et je pense que ça c'est ce qu'il a présenté pourrait maintenant nous aider pour assurer que ce que nous pouvons obtenir des données, des sources comme PAM, que nous puissions le justifier. Donc, c'est la première réaction que j'ai. Ma question aussi qui va pour les deux travaux. Que pensez-vous pour l'engagement des organisations paysannes dans ce processus? Qu'est-ce qui serait l'obstacle? Est-ce que c'est parce que